Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école. Elle est jeune, promise à un brillant avenir. Lui n'est que prof. De cette relation naturellement toxique aurait pu émerger le pire. Mais c'était sans compter sur leur passion commune pour l'actualité. La zone libre leur a permis de se retrouver pour vous proposer une revue hebdomadaire de l'actualité, qui la traitera de manière disruptive sans doute, virile parfois, mais toujours correcte. Bonjour Alicia, tu vas bien? Très bien, et toi, Gauthier? Ben écoute, ça va bien. Heureux de te retrouver ce 6 janvier pour notre première revue de presse pour la zone libre. Donc l'idée, c'est qu'on est allé piocher un petit peu des articles sur l'actualité, notamment l'actualité qui fera le sel de 2024. Et après les avoir présentés, on ajoutera nos commentaires plus ou moins avisés, et pour lesquels nous nous excusons d'avance devant les téléspectateurs. Alors, le premier article donc, que nous avons retenu, c'est un article du Monde. L'élection présidentielle aux États-Unis sera sans doute l'événement le plus déterminant de l'année pour la démocratie. Et alors donc, l'auteur de cette tribune, l'avocat Laurent Cohen-Tannougui, souligne dans son dernier article les défis à relever dans le cas d'un nouveau mandat de l'ancien président Donald Trump. Et oui, les élections, c'est déjà cette année, en novembre, et on a du mal à imaginer que Trump est parti depuis 4 ans seulement. Il pointe les défis qui se présenteront au modèle démocratique libéral américain, dépassant ainsi les seuls enjeux géopolitiques. Et alors, il souligne le contexte national assez particulier, puisque les États du Colorado et du Maine ont déjà déclaré l'ex-président inapte à participer à leur primaire du fait de son implication dans l'insurrection du Capitole, dont nous fêtons d'ailleurs l'anniversaire, le 6 janvier 2021 déjà. La Cour suprême, étant à majorité conservatrice, Trump a tout fait pour, va probablement invalider la décision de ces États. Ce qui va, comme souvent aux États-Unis, entraîner une longue procédure juridique afin de parvenir sans doute à pas grand-chose. À 10 mois des élections, Donald Trump se distingue donc dans l'échiquier politique en se glissant dans le rôle du martyr d'un fonctionnement institutionnel démocratique corrompu. Il joue sur la défiance des citoyens envers les institutions, remettant en cause des principes fondamentaux tels que l'état de droit, dont le respect et comme nous le rappelle M. Cohen-Tannougui, ce qui distingue la démocratie libérale des régimes autoritaires. On parle de toi là, Vladimir. Il fait remarquer que ce défi ne concerne pas uniquement une menace pour le modèle démocratique américain, mais renvoie également à des questionnements pour l'ensemble des démocraties occidentales, à commencer par les Européens. Et là, on pense à toi, Victor, même si tu es allé aux obsèques de Jacques Delors, nous savons aussi que tu es un illibéral, qu'un illibéral en toi sommeille. Alors, Alicia, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, on le voit à tes cheveux notamment, tu es plus jeune que moi, quel est ton souvenir, ton premier souvenir de Trump? Alors, le souvenir que j'ai de Trump, enfin, ce qui me vient directement à la tête, c'est la, le building qu'il a à son nom, de son entreprise, la Trump Tower, et notamment sociaux, en se présentant avec en colère, en rigolant, se moquant, quelqu'un un peu de très méprisant sur la scène internationale. Du coup, c'est un peu l'image que j'ai de lui et que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux, en tout cas pas, qui donne pas très envie en tout cas. Mhm. Et alors, quand est-ce que il est rentré dans ta vie, Donald Trump? Quand est-ce que tu en as entendu parler la première fois? J'en ai entendu parler pendant la campagne présidentielle américaine. Du coup, c'est à ce moment-là que là, il a fait la page de mes différents réseaux sociaux et que j'ai pu voir ce doux visage bronzé. Je ne sais pas sous quel soleil de quelle île à travers le monde, mais voilà, c'est la première image que j'ai eue de Trump, c'est à ce moment-là, pendant la campagne présidentielle, enfin pendant les dernières présidentielles. Eh ben, tu sais que moi, Trump, la première fois où je l'ai vu, où il est entré dans ma vie, c'était à Noël. Parce que c'était quand j'étais allé voir Maman, j'ai raté l'avion 2 avec mes parents. Donc, parce que Trump apparaît dans le film. Kevin est, comment dire, perdu dans un hôtel
Et pendant l'espace d'un instant, il rencontre Donald Trump. Mais alors un Donald Trump plus jeune. Et d'ailleurs, il y a eu des pétitions en ligne aux États-Unis pour demander de supprimer cette scène du film parce qu'il est inadmissible. Ça montre un petit peu le degré de haine que le personnage a su, exciter à son encontre. Alors, plus sérieusement, comment tu vois, toi, les conséquences, notamment internationales, d'un retour de Trump? Pour ma part, ça serait assez. Ça va être un tournant puisque bah, ils ont quand même un rôle majeur dans leur engagement, que ce soit le conflit en Ukraine, mais notamment. Donc là, actuellement, entre Israël et Hamas, l'engagement américain est clé. Et comme on a vu pendant le dernier mandat des différentes organisations internationales qui œuvrent pour justement, qui sont impliquées dans ces conflits, et un retrait justement de Trump, enfin un retour de Trump mènerait à un retrait des Américains dans ces conflits. Et forcément, quelqu'un devra prendre la place. Et j'ai une idée de enfin, un certain Vladimir qui pourrait entrer en force pour pouvoir justement prendre la main sur ces différents conflits, et le lead qui jusqu'à maintenant était, euh, était mené par les Américains. Mhm. Mais moi, j'ai du mal à m'imaginer quand même, parce que voilà, on fête l'anniversaire d'un assaut contre le Capitole et que la population américaine puisse revoter pour lui quelques années après. Ça serait un tel coup de tonnerre par rapport à tout ce qu'on entend sur la démocratie que j'avoue que j'ai du mal à m'imaginer. Allez, on fait des paris, on est entre nous. Tu penses qu'il a des chances pour l'investiture républicaine et après pour les élections? Je pense qu'il a ses chances sur justement les réseaux sociaux, qui sait très bien, il sait appréhender tout ce champ qui n'est pas du tout encore régulé par les institutions démocratiques. Du coup, je pense qu'il pourrait largement avoir justement gagné des voix sur ce champ-là. Après, de là aux urnes, c'est une autre affaire. Ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'il a moins de chances face aux urnes, mais en tout cas, déjà, il a une arme assez de plus en plus redoutable, qui sont les réseaux sociaux. Et pour Après, toi? en plus, oui, pardon. Ah non, mais dis-moi, vas-y, je t'écoute. Après, en plus, le truc, c'est que aux États-Unis, on peut être élu président des États-Unis en étant minoritaire, puisqu'ils votent Et par État. Et par conséquent, d'ailleurs, en 2016, il n'a jamais eu la majorité des voix. C'est un truc qui serait impossible en France, par exemple, l'élection d'un personnage comme Trump, parce que là, on est en suffrage majoritaire et qu'il arriverait toujours à dresser suffisamment de gens contre lui, une majorité. Voilà, ben, en tout cas, affaire à suivre. Alors, quel est le deuxième article qu'on avait retenu? donc le second article, c'est sur l'Ukraine. Du coup, que je vais introduire l'article qui a été sélectionné. Donc il s'agit d'un article de Newsweek du 2 janvier 2024, intitulé «L'Ukraine est confrontée à une lente et prolongée selon des analyses», donc l'analyse de Rand Cole, qui se fait l'écho des critiques du président Biden, qui est accusé de ne pas avoir fourni d'engagement clair qui donnerait une perspective à Kiev pour gagner la guerre. Alors, donc, il est pris en tenaille par des pressions du Congrès, M. Biden, pour accentuer l'aide et les appels des législateurs du Parti républicain pour réduire les dépenses budgétaires allouées à l'Ukraine. Et comme on a pu l'observer déjà en décembre, au début du mois, un refus justement de débloquer un certain aide militaire ukrainienne. Et donc l'expert, il continue et il part sur une étude stratégique. Il évoque O'Brien de l'Université St. Andrews, qui va même jusqu'à dire que Biden ne souhaite pas voir l'Ukraine gagner, mais préférerait plutôt lui imposer un deal sordide, entraînant des pertes donc territoriales. Ainsi, les IMRAS livrés à l'Ukraine auraient été bridés pour les empêcher d'atteindre la Crimée. Donc tout cela, ça s'inscrit dans un contexte où Zelensky a déclaré que les objectifs ukrainiens étaient d'engranger des succès en mer Noire, avant d'ajouter que l'Ukraine, avant tout, elle se bat pour le monde
et avant tout pour l'Europe, comme on peut souvent le lire ici dans les médias. Et Mhm. donc, une question, Gauthier, qu'est-ce que tu dirais justement de ce refus américain et de cette réticence qu'on voit maintenant vis-à-vis de l'aide apportée aux Ukrainiens jusqu'à maintenant, et surtout à la résilience russe, parce qu'on est tous étonnés que voilà, l'Union européenne devait mettre feu, enfin, devait réduire à néant l'économie russe qui pourtant est résiliente. Et qu'est-ce Alors, que tu c'était dirais sur même tous pas ces l'Union aspects-là? européenne. Pardon. Ah oui, C'était même pas c'est l'Union l'Occident, européenne oui. qui devait mettre, c'était Bruno Le Maire tout seul. Ah Alors, oui. ça rigole pas, parce que si Bruno Le Maire pouvait mettre à genoux l'économie russe tout seul, ben, l'Union européenne, quand elle sort le matos, on imagine ce qu'il pouvait faire. Mais c'est vrai que c'est... Alors, pour commencer sur cette question de la résilience russe, je crois qu'on a du mal à mesurer à quel point c'est quelque chose qui aurait été encore inenvisageable il y a une dizaine d'années. C'est vraiment la grande surprise de la guerre, parce qu'il faut se rappeler qu'on a dégainé l'artillerie lourde, notamment avec la déconnexion de la Russie du système SWIFT, qui est le système des transferts d'argent internationaux, dès le début de la guerre. Et que c'était une menace qui avait un peu l'effet d'une bombe nucléaire, hein, encore il y a une dizaine d'années. Imaginez qu'un pays puisse supporter ceci, ça relevait de la science-fiction. Or, on voit 2 ans après, alors l'économie russe a connu évidemment des dégâts, elle a dû se reconfigurer dans une logique de guerre, mais néanmoins, elle tient toujours debout. Et je pense que ça montre une tendance à la fois lourde et longue, qui est la dédollarisation progressive du monde depuis plusieurs années, avec le fait notamment que les matières premières sont de plus en plus achetées dans des monnaies autres que le dollar, par exemple le rouble, etc. C'est également la stratégie de la Chine. Et donc ça, c'est une tendance lourde qui existait avant, mais qui a connu un coup d'accélérateur et surtout qui est visible pour l'ensemble du monde. Et c'est surtout là où cette résilience russe peut poser problème, parce que d'une certaine manière, certains pays, certaines démocraties libérales dans le monde entier se disent, en fait, il est possible de résister à la puissance de l'Occident. Alors, il y a déjà eu le cas en Afghanistan, où l'Occident a connu un échec, mais l'Afghanistan, c'est un théâtre un petit peu secondaire, et l'Occident n'y est jamais allé avec l'ensemble de sa force en termes de propagande. Là, en Ukraine, un échec occidental aurait des conséquences en termes d'influence de soft power, à mon avis, beaucoup plus grandes. Par exemple, quand tu as vu l'invasion d'Ukraine et toutes les mesures très fortes qu'ont prises les Occidentaux, est-ce que tu croyais que la guerre durerait aussi longtemps et que les Russes enfin, seraient résilients aussi longtemps? C'est vrai que je pensais pas que encore jusqu'à maintenant, ce conflit il s'étendrait encore sur plus d'1 année et demie. C'est vrai qu'au début, je pensais que ça allait être un conflit, parce que quelque part, c'est une reprise de conflit, c'est quelque chose qui remonte à voilà, l'Euromaïdan, tout ça, c'est il y a une certaine continuité. Après, voilà, il y a eu des bombardements dans toute l'Ukraine, c'était sans précédent, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, vous voyez très bien que par rapport aux mesures prises et donc l'attaque des Russes sur l'Ukraine, je voyais très bien que ça allait durer un peu plus, mais j'étais pas convaincue par le scénario qu'en 1 mois ou 2, ça allait être plié et que l'Ukraine allait gagner. Mais c'est vrai que jusqu'au 6 janvier 2024, on sera encore dans un scénario où il y a des fronts qui sont gelés, il y a encore des pertes des 2 côtés. Et voilà, dans un conflit qui s'enlise alors que ça devait être beaucoup plus rapide. Et ça c'est Avec l'aide. oui, c'est quelque chose Oui, qu'on peut dire qui est absolument terrible. C'est bien sûr que plus le conflit s'éternise, plus les pertes humaines, notamment du côté ukrainien, alors que c'était déjà un pays qui démographiquement n'allait pas bien, se renforcent.
Et à ce niveau-là, par rapport à l'autre question que tu m'avais posée sur ces réticences américaines, on semble avoir un cas un petit peu que le théoricien militaire Clausewitz parlait de question de la montée aux extrêmes. C'est-à-dire en fait que globalement, comme tu l'as dit, la Crimée par exemple, alors on peut contester évidemment, on a toutes les raisons de le faire, la légalité du référendum en Crimée, mais elle est intégrée au territoire russe. Et là, quand on voit l'Ukraine qui semble avoir la volonté de porter la guerre en Crimée, ça veut dire frapper le territoire russe avec du matériel américain, c'est un exemple de montée aux extrêmes, parce que ça veut dire que la Russie devra aller, elle aussi, encore plus loin, et qu'à partir de là, le conflit peut réellement déraper. Et d'une certaine manière, ce que disait Clausewitz sur la montée aux extrêmes, c'est que c'est souvent un petit peu les acteurs qui sont désespérés, qui veulent jouer ceci, parce que très clairement, et on peut le déplorer, les Ukrainiens sont dos au mur, et depuis 2 ans, la situation ne s'améliore pas sur ce plan-là pour eux, mais que d'un autre côté, les Américains semblent ne pas vouloir aller jusqu'au bout du conflit. Tout comme les Russes d'ailleurs, puisque les Russes n'ont pas, malgré le déferlement technologique qu'ils ont envoyé contre l'Ukraine, ils ne sont pas allés aussi violemment en Ukraine qu'ils étaient allés par exemple en Tchétchénie. Puisque en Tchétchénie, ils avaient tout rasé. Grozny avait intégralement rasé, ce qui n'est pas le cas de la majeure partie des villes ukrainiennes, heureusement, encore à l'heure actuelle. Donc on a un petit peu l'impression que l'Ukraine se trouve pris en tenaille entre deux acteurs qui ne veulent pas aller à la montée aux extrêmes dans une logique que Clausewitz qualifierait de survie, parce que la montée aux extrêmes entre la Russie et les États-Unis, il ne reste plus qu'à ouvrir la bouteille de schnapps, à se détendre dans son canapé, parce que de toute façon, ça va bien se passer et ça va se finir de manière assez courte pour nous tous. Mais on voit à quel point l'Ukraine, c'est dramatique, mais c'est un petit peu leur seule porte de sortie. On avait vu comment, par exemple, il y a quelques mois, un missile était tombé sur l'espace aérien polonais et qu'on avait eu une journée assez folle où les Ukrainiens immédiatement avaient accusé les Russes. Et à la fin de la journée, les Américains avaient dit non, mais écoutez, les gars, non, c'est pas les Russes. Et puis, de toute façon, on va pas y aller parce que là, c'est l'OTAN. Et si c'est l'OTAN, ça se termine dans une grande lueur blanche pour tout le monde, si j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est assez frappant à ce niveau-là que il y a quelqu'un qui semble appuyer sur la pédale du frein en permanence des deux côtés des deux grandes puissances. Et ce qui est triste, et ça c'est vraiment, c'est qu'on voit l'Ukraine qui, dans ce cas-là, comme en l'absence de montée aux extrêmes, le conflit risque de se prolonger. On voit mal comment l'Ukraine pourrait récupérer les territoires qu'il a perdus depuis le début de la guerre. Et donc, si on arrive à un statu quo, ça risque effectivement d'entraîner des pertes territoriales pour l'Ukraine après une saignée démographique. Et on voit comment dire, que malheureusement, la vie, c'est un peu comme un film de John Carpenter, c'est pas toujours les gentils qui gagnent à la fin. Voilà, Oui. je sais pas, tu voudrais rajouter quelque chose sur l'Ukraine? Parce que tant de choses à rajouter sur l'Ukraine, mais quelque chose qui me vient là en tête, c'est un peu justement ce qui est ou comment le message politique est très fort du côté que ce soit russe ou occidental, et donc les ponts qui se sont coupés et quelque part justement sur la réalité de terrain qui n'est pas si violente comme on peut s'attendre vu par rapport au message qui a été envoyé, qui est assez, je trouve, surprenant. Et aussi, moi, surtout particulièrement la société civile ukrainienne qui se mobilise face à justement, j'ai pu avoir quelques contacts avec des ONG sur place qui expliquaient qu'elles se mobilisaient pour pouvoir toujours faire fonctionner, ou même du côté, beaucoup d'Ukrainiens qui sont venus côté européen qui se mobilisent pour toujours, toujours
qui est ce soutien occidental amené aux Ukrainiens, qui sensibilise toujours sur ce conflit. Et ce que je voulais en tout cas rebondir, c'était aussi sur le fait que bah, euh, comment dire ça? Ils sont... ah, pardon, j'ai perdu un peu le fil. Et Oui, sur la société oui. civile qui Et se ah oui, mobilise. oui. Et sur justement tout la bureaucratie ukrainienne qui est très connue pour être corrompue et qui certes reçoit cette aide, mais qui n'est pas toujours utilisée à bon escient. Mais bon, c'est pas toujours le cas, bien évidemment. Mais il y a quand même toujours ce problème de corruption et en parallèle, du coup, une société civile qui, elle, est mobilisée et qui cherche à justement reconstruire un avenir bien plus radieux que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant pour, dans l'histoire contemporaine ukrainienne. Voilà. Eh bien, en parlant justement de, puisque bah, le futur de l'Ukraine ne joue pas qu'en Ukraine et aux États-Unis, il se joue aussi dans le cadre de l'Union européenne. Et ça nous amène au troisième article que nous avons retenu, un article d'Euronews qui dressait le 4 septembre dernier la liste des objectifs de l'Union européenne pour la rentrée 2023. Et donc, ce sont les principaux travaux à réaliser d'ici les élections européennes du 6 et 9 juin 2024. Et au programme, la première chose, c'est bien sûr l'aide à l'Ukraine. La réforme du budget européen, le pacte migratoire, environnemental et technologique. Donc techniquement, si on fait un petit peu un résumé de ces points, une présentation, tout d'abord, l'UE a fait de grandes promesses aux Ukrainiens. Zelensky espérait davantage d'actions concrètes. Peut-être ne connaît-il pas assez l'Union européenne. Un soutien financier, certes, mais pas aussi significatif vers une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne par rapport à ce qu'il avait prévu. Le deuxième gros chantier, c'est la dette européenne commune qui a été contractée lors de la pandémie du Covid-19 pour relancer l'économie, ce qu'on avait appelé la Next Generation EU, qui devrait être remboursée d'ici 2058. Tiens, on parle de toi, là, Alicia. À 2058, je serai à la retraite, à l'aide des ressources européennes qui n'ont pas encore vu le jour. Toujours le problème que l'Union européenne n'a pas de budget. On parle toujours de moi. Ouais, toujours On de parle de toi. mes sous cette fois. En parallèle, le pacte de stabilité sur les règles budgétaires est rediscuté et sera réformé dans le courant du mois. Il évoluerait vers un assouplissement de ces règles, déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB, taux d'endettement au maximum fixé à 60% du PIB. C'est rigolo ces objectifs parce que j'en entends parler donc depuis Maastricht 92, tu n'étais pas né, et à l'époque la dette de la France était de l'ordre de 40 à 50% du PIB. Tandis que maintenant, la dette de la France, elle est à combien? À plus de 100% du PIB. Les critères restent, la réalité change. C'est merveilleux. Exactement. Et également l'enjeu migratoire auquel la Commission européenne répond en présentant le pacte migratoire constitué de 5 actes législatifs et qui a été voté en décembre dernier. Il prévoit une gestion européenne de l'asile et de la migration, ce qui est l'aboutissement d'un processus qui avait été lancé sous la présidence française de Nicolas Sarkozy. Et enfin, la transition technologique et environnementale étaient les maîtres mots de la commission von der Leyen. Et ça s'est incarné par un Green Deal et un innovant projet de loi sur l'intelligence artificielle. Tout ceci est bel et bon, Alicia. Toi qui observes un petit peu ce que fait l'Union européenne, est-ce que ces promesses ont été tenues au cours des derniers mois? Alors moi, ce que j'en tire, c'est beaucoup d'ambition et très peu de budget, et très peu de, on va dire, moyens concrets. Et donc c'est assez le propre, je pense, de l'Union européenne, de son fonctionnement. Un peu un aspect positif qu'on pourrait en tirer de ce semestre européen, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives et de projets de loi qui se sont donc multipliés et aussi en réponse des enjeux qui ont été fixés au début. Donc avec, comme tu l'as cité, le pacte migratoire, avec les récentes crises qu'il y a eu en 2015, et notamment aussi à la frontière polonaise et aussi biélorusse qu'on a vu. Donc il me semble que c'était bien en 2021, si je ne me trompe pas, mars 2021. Ah, Oui. et donc
voilà, l'Union européenne, enfin, se dote d'une politique migratoire un peu plus approfondie face à justement cette arme géopolitique qui est un peu plus utilisée par donc ses rivaux sur la scène internationale. Sinon, donc aussi le Green Deal, en réponse des différents enjeux environnementaux. Et donc un peu pour revenir sur le budget européen qui est essentiel pour pouvoir donc c'est qui ambition. Donc en fait, il reste assez limité à chaque fois quand on s'approche bien et qu'on décortille un peu donc les différents montants alloués pour les différentes ambitions politiques. Et donc il y a clairement un manque donc de budget et on met pas assez dans la tirelire. Et de 2, bah, l'Union européenne n'a toujours pas de budget. Donc il y a eu cette tentative un peu qui s'est mal terminée avec donc la taxe, la taxe carbone. Parce qu'à la fin, Mhm. voilà, il y a eu différentes spéculations autour. Et là, peu à peu, on pense à plus une taxe douanière enfin, qui viendrait directement dans les comptes européens. Mais on n'a toujours pas donc de ressources propres européennes, ce qui est quand même problématique quand on a une dette, quand on a contracté une telle dette pendant la pandémie de Covid-19. Bah, d'un autre côté, je Et pense que les gens ne sont pas prêts à payer un impôt européen. Parce que oui, le problème, c'est qu'un impôt, on le paye toujours avec des gens dont on se sent vraiment solidaire. Et là, la grande diversité des populations dans l'Union européenne fait, on l'avait vu par exemple lors de la crise de 2008, que les Allemands ont du mal à payer pour les Grecs. Et que globalement, alors ça a toujours été un peu la stratégie d'orienter le budget vers des thèmes assez consensuels. Et là, clairement, les populations, notamment les jeunes, sont sensibles aux questions de Green Deal, aux questions d'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que est-ce que l'Europe est aussi un acteur là-dessus? Parce que par exemple, sur l'intelligence artificielle, je pense qu'on peut faire un peu les lois qu'on veut en Europe. De toute façon, l'intelligence artificielle, elle se fait sans nous. Il y a un petit peu les Allemands oui. qui ont des recherches en intelligence artificielle, mais je crois qu'à la Silicon Valley, ils n'attendent pas vraiment les directives européennes pour développer ChatGPT, malheureusement. Oui, bien sûr. En plus, c'est très vite obsolète comme loi. Vite que, voilà, on va dire la machine européenne n'est pas assez rapide pour encadrer, mettre en place un cadre législatif approprié. Bah, on a eu l'exemple au début des années 2000 avec Galileo, hein, face au GPS américain, on l'attend malheureusement toujours. Donc là-dessus, il y a, comment dire, un petit peu des blocages. Et c'est pour ça, je ne sais pas si tu as suivi, qu'il y a une initiative de parlementaires européens, notamment avec Guy Verhofstadt à leur tête, pour essayer de modifier les traités européens dans un sens justement en fait de remise en cause par exemple de la règle de l'unanimité qui a été donc mais que bon déjà est-ce qu'il y aura un accord là-dessus parce que il y aura toujours des pays qui risquent de s'y opposer et puis surtout est-ce qu'il y aura avec les élections européennes est-ce qu'il y aura vraiment comment dire un soutien populaire? Comment tu les vois les élections européennes? Comment je les vois? Alors, et c'est vrai que j'en avais entendu là juste pour ajouter sur les traités, si je me trompe pas, ça serait dans des compétences clés et normalement qui étaient uniquement dédiées justement aux États membres. Par exemple, la défense passerait notamment dans un système de décision donc qui n'est plus unanime, mais du coup, on ferait à majorité qualifiée. Enfin, je sais, ça serait vraiment des changements majeurs qui permettraient certes à faire un, mais je ne sais pas si tout le monde a envie d'être un pour tous, tous pour un au sein de l'Union européenne. Je sais pas à y croire pour l'instant, même si ça se présente différemment. Et par rapport aux élections, on va dire que quand je vois donc la montée des partis de droite et d'extrême droite, donc que ce soit aux Pays-Bas, mais notamment comme on a pu voir en France, je vois que quand même je serais
sceptique à l'idée qu'on va justement avoir, donc au sein du Parlement européen, heu, une institution qui va être motrice dans dans l'évolution de son intégration et voilà, du coup, je suis assez, réticente et je sais pas encore ce que ça a donné, mais voilà, je le vois pas, d'un œil, on va dire, radieux pour, une union encore plus renforcée, quoi. Je pense Mm. que, bah, peu à peu, sur certaines choses, on a tendance, on va dire que, les nations ne suivent pas nécessairement cette machine européenne. Mais Je sais après, pas ce que tu alors, en penses? ben, moi, j'ai un peu le privilège de la vieillesse, c'est que j'ai vécu le dernier changement de traité majeur qui a été fait en fait pendant la période 2001-2007, qui est allé de Nice, en fait, le traité de Nice, puis après l'échec du référendum du traité européen en 2005, et finalement une adoption d'une version à peine remaniée via le traité de Lisbonne en 2007. Et en fait, pardon, c'est bien le montage de temps en temps. Oui, Voilà, bon, ça bref. sauve. Et donc, à l'époque, ce qui me frappe, en fait, c'est la différence d'ambiance entre les deux volontés de transformation majeure des institutions européennes. Parce qu'au début des années 2000, on était dans une sorte de parenthèse un petit peu enchantée, avec une véritable volonté de fonder un peuple européen. Par exemple, le philosophe allemand Habermas justifiait le traité européen par l'idée que comme on aurait une constitution, on créerait un sentiment populaire européen, que ça fonderait une nation, etc. C'était vraiment l'un des enjeux de ces réformes européennes. Et elle se plaçait aussi dans un contexte géopolitique particulier où il n'y avait pas de menace et où en plus, eh bien, les États-Unis, où c'était l'administration Bush qui venait d'envahir l'Irak en 2003 de manière illégale, apparaissaient vraiment comme un ennemi pour l'Europe. Et donc, il y avait cette idée qu'on disait que les Européens étaient en train d'inventer un nouveau mode de fonctionnement des relations internationales pacifiques. En fait, que c'était le philosophe Tsvetan Todorov qui avait parlé de l'Europe comme d'un géant pacifique, en faisant remarquer notamment que c'est quand même le seul ensemble géopolitique où des pays demandaient d'être annexés par cet ensemble géopolitique. C'est du jamais vu dans l'histoire. D'habitude, on fait des guerres. Et ben, en 2004, la Pologne, ainsi que 9 autres États, ont demandé à être annexés par l'Union européenne. Donc il y avait vraiment toute une forme d'optimisme. C'était un projet très optimiste. Et là, qui s'est heurté sur, eh bien déjà le refus des populations hollandaises et françaises, les seuls avec les Espagnols qui, eux, avaient voté massivement oui du fait de l'argent que l'Union européenne avait apporté à l'Espagne dans les années 90, mais sinon d'un refus des populations. Et ce qui fait que le traité de Lisbonne, parce qu'il fallait modifier les institutions européennes, a réglé la mécanique, comme tu as dit, mais sans créer ce sentiment d'appartenance, voire même en aliénant définitivement des parties entières de la population au projet européen. Et l'impression que j'ai à l'heure actuelle, tu vois, quand on parle d'intelligence artificielle, de Green Deal, d'endettement, de Covid, on voit que le moteur du développement européen et de la réforme des institutions européennes ne passe plus par l'espoir, mais il passe par la peur. C'est face à des crises. C'est-à-dire, on est dans un monde qui est beaucoup moins optimiste. On ne dit pas on va fonder un peuple européen, on va dire les gens vont aimer l'Union européenne parce qu'elle va les sauver des crises. Et je trouve que ça montre quand même un drôle de changement de mentalité qui s'inscrit aussi dans l'ADN du projet européen, puisque c'était Monnet qui parlait des crises bénéfiques, que des crises, ça permettait en fait, de faire prendre conscience que l'Europe devait s'unir. C'est toute l'idée, par exemple, de la déclaration Schuman qui est faite au moment de la guerre de Corée, pour dire, voilà, on va s'unir pour peser dans les affaires du monde et surtout permettre aux Américains de contrôler les ressources en charbon et en acier dans la perspective d'une guerre de l'Europe.
Là, on voit qu'on est à nouveau dans cette logique de la crise va nous permettre de justifier le projet européen. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand on voit les éléments, c'est que l'immigration, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, notamment en restant dans l'état de droit, parce que surtout quand c'est utilisé, comme tu as dit, comme une arme, comment les arrêter? Le Green Deal, de toute façon, ce n'est pas l'Europe qui va décider de la lutte contre le changement climatique, puisque quand on prend les gros pollueurs, les États-Unis, le Japon, la Chine, ils ne sont pas en Europe. L'intelligence artificielle, ça se fait en dehors de l'Europe. Donc, et ça, c'est la grosse différence aussi avec, par exemple, quand l'Europe s'est développée au tout début avec la CECA, on l'oublie, mais ça s'est aussi appuyé sur Euratom, c'est-à-dire sur l'énergie atomique, parce que Monnet la voyait comme quelque chose du futur qui permettrait de montrer l'intérêt du projet européen. Le drame de l'Europe à l'heure actuelle, c'est que j'ai l'impression qu'elle est exclue de tous les chantiers du futur. Et que dire, OK, on va le faire, on va faire le truc, mais comme tu dis, il n'y a pas d'argent. C'est là où un pour tous, tous pour un, la devise des mousquetaires, c'est vraiment une devise très française, un petit peu comme le fait de on a plein d'idées, mais on n'a pas d'argent. C'est aussi très français. Ce qui montre que l'Union européenne reste, contrairement à ce qu'on dit, quelque chose qui a un côté français. Voilà. Ouais, très bien. Bah, pour un peu toujours être dans le champ justement de crise et de peur, je voulais qu'on évoque sur le réarmement civique. Ça te va, qui est Ah, donc le dernier article qu'on a traité. Et donc, on a sélectionné un article de Claire Gatinois. Donc, il s'agit d'un article qui a été publié dans Le Monde le 4 janvier et qui a détaillé le réarmement civique de la jeunesse, donc qui nous concerne directement. Et donc, le président français moi Emmanuel aussi. Macron, ah oui, c'est les enfants plutôt, donc les générations à venir. Donc, il s'agirait donc pour lui de faire des républicains et d'amener les jeunes à respecter à nouveau l'autorité face à l'effondrement de la civilité. Donc, je pense qu'il doit avoir en tête les émeutes qu'il y a eu l'été dernier en juin, lors de Noël. Je pensais qu'il avait en tête quand vous m'aviez bordélisé en cours. Il doit avoir plusieurs éléments. Et donc pour mettre en pratique donc sa déclaration lors des vœux du 31 décembre, selon laquelle la France, donc c'est une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune âge. Et donc les expérimentations sur l'uniforme à l'école seront pour dire que l'éducation morale et civique verra son enseignement accentué pour faire grandir la force morale, en espérant que les profs ne perdront pas leur tête. Parallèlement, les écrans seraient dans le viseur, puisque selon une étude de OpinionWay, les enfants y passant donc 8 heures par jour ne seraient qu'à 69% définir ce que c'est la Shoah. Donc, On admire la je me demande précision l'impact. scientifique des sondages. C'est toujours Oui, quelque chose qui me fascine. exactement. C'est très pertinent. L'école se trouve à nouveau, selon les mots du président, au cœur de la bataille, même si des membres de la majorité s'inquiètent d'un virage droitier. Et donc, je vais te poser un petit peu comment tu pourrais rebondir là-dessus quand on voit différents états d'urgence que tu as pu observer, toi, lors de ta vie Alors, bien plus longue que la mienne. alors l'état d'urgence, c'est vrai que tu es d'une génération qui vit depuis 2015 dans le régime de l'état d'urgence. C'est-à-dire quand même depuis un certain temps, alors que pour ma génération, l'état d'urgence, c'était quelque chose qui existait pendant la guerre d'Algérie et qui en plus a été très localisé dans le temps, dans l'espace, etc. Donc déjà, j'ai beaucoup de commisération pour vous, même si manifestement vous n'avez respecté plus l'autorité. Ben, vous vivez quand même sous un état d'urgence qui est à la fois entré dans le cadre légal, mais aussi qui est vraiment entré dans la sphère médiatique, puisqu'on voit toujours cette logique de peur, le Green Deal, l'intelligence artificielle et tout,
il y a vraiment un fait d'époque, je trouve, qui est particulièrement inquiétant. Et là-dessus, moi, ça me rappelle un petit peu, bon, on voit que Emmanuel Macron rejoue une partition qui est une partition républicaine classique. Puisque, pour prendre l'exemple de la Troisième République, la Troisième République nous en a servi beaucoup des états d'urgence face à une menace intérieure, extérieure. Le premier état d'urgence, d'une certaine manière, c'est Gambetta, lorsqu'il a appelé en 1870 à la réforme morale, à la réforme morale profonde de la population pour les républicaniser face à la menace des royalistes, dont on se rappelle qu'ils étaient arrivés dominants aux premières élections de la Troisième République. Et c'est peut-être sans doute cette réforme intellectuelle et morale portée par Gambetta le moment où l'état d'urgence pouvait justifier face à une véritable menace contre la République. Mais après, je ne sais pas si c'est Marx ou si c'est Hollywood qui l'a dit, mais quand l'histoire se répète, la deuxième fois, c'est toujours moins bien. Et en fait, les républicains ont un peu tendance à sortir comme un lapin de son chapeau la logique de la menace, de l'urgence, à chaque fois qu'ils sont dans une impasse politique. Par exemple, dans les années 1880, la Troisième République est installée. Il n'y a plus de risques. Le gros problème, c'est quand on atteint un objectif, on n'en a plus d'autres. Les républicains ne savent plus quoi faire. Et donc, face à des élections qui, au milieu des années 80, amènent, tiens donc, une configuration trois-partite à l'Assemblée nationale, ça nous rappelle quelque chose dans notre monde contemporain, eh bien, les républicains ressortent la menace du cléricalisme, c'est les lois de Ferry, de laïcisation, de l'enseignement, etc., etc. Et de même, en 1900, après l'affaire Dreyfus, et après surtout le gouvernement Waldeck-Rousseau qui a fait de vraies réformes sociales, quand les républicains se remettent à patiner dans la semoule, qui ne savent plus trop où aller, eh bien, il y a Émile Combes qui lance la République totale, qu'il faut mobiliser la République contre, là encore, le cléricalisme, l'ennemi intérieur. Et donc, bon, au bout d'un moment, enfin, il y a un film célèbre qui dit qu'on peut tromper une personne 1000 fois, mais pas 1000 personnes une fois, ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais jamais. Mais je commence à être un petit peu mal à l'aise de toujours utiliser ce vocabulaire de l'urgence, ce vocabulaire de la dramatisation, parce que certes, il se passe des choses sérieuses, mais la dramatisation, la peur, c'est quelque chose qui nous prive de la logique. Or, la République, par définition, c'est un régime qui a aussi toute une tradition qu'on oublie un peu, parce que dans l'histoire, on aime bien parler des crises, mais c'est un régime d'apaisement, c'est un régime calme. Moi, je suis pour la République cassoulet d'Émile Loubet. On ne parle jamais d'Émile Loubet, on ne parle jamais de Jules Méline. C'est des gens qui ont des barbes, qui ont des costumes, qui vont à la fête du village machin, qui mangent un cassoulet, qui font un grand discours sur les valeurs universelles de l'homme. Et puis après, comme ils ont bu pas mal de vin, ils font une sieste sous les cyprès. C'est pas mal aussi. Il ne faut jamais oublier, la République, si elle s'est imposée la Troisième République à la fin du XIXe siècle, contrairement à une légende tenace, ce n'est pas avec les hussards noirs, les instituteurs qui sont allés donner des claques aux gens pour leur apprendre à devenir républicains. Ça, c'est un truc qu'on a inventé dans les années 80. La République s'est imposée à la fin du XIXe siècle parce qu'elle a donné aux Français ce qu'ils voulaient, du calme et de l'argent. C'était l'historien Le Naour qui faisait remarquer que ce qui a vraiment fait progresser le vote républicain dans plein de départements, c'est l'autorisation de cultiver le tabac. Parce que les paysans voulaient gagner beaucoup d'argent avec ça. Et en fait, les préfets républicains leur disaient, si vous votez républicain, vous aurez l'autorisation. Si vous votez royaliste, vous ne l'aurez pas. Et donc, brutalement, les agriculteurs devenaient républicains. Autre chose qui a sauvé la République, c'est les lois protectionnistes de Jules Méline, qui a permis de baisser, de protéger les agriculteurs français.
Donc, moi, je me méfie toujours un peu de ces grands discours sur les valeurs un peu pompiers, on va vous mettre à chanter la Marseillaise, la main sur le cœur à l'américaine, et vous allez vous sentir français et républicain, et tout va aller beaucoup mieux. Parce que je ne pense pas que ça fonctionne comme ça, et puis au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, quoi. Enfin, je sais pas. Toi, tu te rappelles de quelque chose d'un cours de MC? On est entre nous. Bah, oui, un petit peu, mais c'est très vague, hein. C'est vrai que le cours, c'était un peu le salon de thé, quoi. Ça parlait beaucoup, c'était une discussion, mais c'est vrai que c'était pas un vrai, transfert, on va dire, des valeurs, républicaines aux élèves. Mais il y a une Mais chose que je te ferai oui? oui, mais juste pour dire un truc, je trouve que c'est très intéressant, c'est que la République, c'est quoi? C'est salon de thé, c'est discuter. C'est un salon de thé. Parce que parler comme ça, plaquer des valeurs, des discours sur les valeurs, enfin, déjà moi, je suis vieux pourtant, j'avais du respect, à la différence de vous, mais quand mes darons commençaient à me parler des valeurs qu'il fallait que j'aie, mais je n'écoutais pas. J'avais envie de jouer à la PlayStation. Ça saoule tout le monde, le discours sur les valeurs. Alors que, comment dire, la République, il ne faut jamais oublier qu'elle est née au moment de la Révolution française en référence à la République des lettres. C'est la République des lettres qui a repopularisé le terme République. Et République, c'est être ensemble, discuter, se respecter avec différents points de vue. Et c'est pour ça, le salon de thé, c'est pas si grave que ça. Et tu vois, tu culpabilises en plus. Alors que tu as fait œuvre républicaine. Et c'est vrai que plus de débats, ça aurait été mieux, mais voilà, je m'en rendais pas compte. Je pensais que la République était beaucoup plus féroce et beaucoup influente et qu'elle essayait d'endoctriner comme elle pouvait l'usage de la force. Mais je voulais rajouter un peu un commentaire que je te ferai en marquant. La République pointe la religion comme menace intérieure. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est plus avec la religion catholique qui a été, qui n'est plus aussi extrémiste et qui porte plus ces idées de monarchie, mais maintenant c'est plutôt donc le djihadisme et donc les attentats donc en fait ont frappé la France et qui font qu'aujourd'hui on est dans un état d'urgence perpétuel parce que la menace est faite partout, parce que la peur est amplifiée, ont été pris des mesures de sécurité au détriment de notre liberté, voilà. Et du coup, il y a toujours ce- voilà, le religieux qui revient et avec tout ce qui est Alors, comment les après, républiques. Oui, malheureusement, Alicia, il n'y a pas que le religieux. Moi, ce qui me frappe quand même de plus en plus, alors, c'est un phénomène mondial. Ça, par exemple, c'est ce que montre, par exemple, un géographe comme Stéphane Graham. C'est que depuis les années 2000, le capitalisme a beaucoup de mal à produire de la croissance. Et quand il produit de la croissance, c'est une croissance qui est parfois une croissance c'est ce qu'explique Zuboff, une croissance dans les industries de sécurité, dans plein de trucs qui font peut-être de la croissance économique, mais qui ne rendent pas les gens beaucoup plus heureux. Et donc, depuis les années 2000, il y a de plus en plus à l'échelle mondiale un discours sur l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur qui se développe en permanence, en fait, comme pour justifier eh bien, tout simplement l'absence d'espoir qui est capable d'amener le politique. Et alors, l'ennemi intérieur, ça peut être le mauvais citoyen, ça peut être les non-vaccinés, les gens qu'on allait emmerder, pour reprendre une expression du président de la République. Ça peut être aussi les immigrés. Ça peut être, enfin, c'est toi, Alicia, c'est moi, c'est les gens qui trient pas leurs déchets, qui détruisent la planète, les gens qui remplissent leurs piscines en été. Enfin bref, il y a dans tout le discours médiatique, et ça c'est à l'échelle globale, la définition en permanence pour chaque problème d'un ennemi intérieur. Et c'est quelque chose de très malsain parce que les problèmes sont plus complexes et c'est toujours apporter une solution de facilité. C'est la logique du bouc émissaire, qui, en fonction des époques, change en permanence. Ah,
Alicia doit pas être d'accord, elle est partie, mais c'est pas grave. Elle va revenir. Et on va se réconcilier. Donc, Noah, tu es là, Oui, Noah? oui, tout à fait. On attend qu'elle revienne et on coupera au montage. Oui. C'est dommage, ça avait tenu jusque-là. Oui, bah écoute. Ça se passe pas mal. Ah oui, tout à fait, c'est très intéressant. Je meurs d'envie de commenter, mais je ne peux pas. Ah bah on pourra peut-être le faire en direct. Mais là, c'était mieux de se roder. La première, on n'était pas encore très à l'aise, et puis là, je pense que ça va mieux. Non, c'est très bien. Salut! Allô? Ouais. Salut! Bah écoute, Ah, c'est je bien parce que du Ah voilà. coup, ça sera coupé au montage. Et on peut Ouais, reprendre. Mais ça se passe bien, honnêtement. on s'est allé. On Quoi? s'est allé. Oui, ça se passe bien. Allez, Ça se moi passe je me bien. Des remute. fois, j'ai un peu du mal. Non, mais plus on voit qu'au début, tu n'étais pas à l'aise et plus ça avance, Alors, plus tu l'es. oui, c'est Voilà. ça, c'est ça. C'est un peu Allez, compliqué au donc début. on termine. On termine. Très Alors, bien. moi, ce qui me frappe, c'est vraiment l'évolution des 20 dernières années où, comme le capitalisme n'est plus capable d'apporter en fait une croissance porteuse d'amélioration de conditions de vie et d'espoir, il s'appuie de plus en plus sur un discours de désignation de l'ennemi intérieur. Alors, l'ennemi intérieur, ça peut être les immigrés, les gens qui trient pas leurs déchets, toi, moi, les gens qui n'ont plus d'autorité, etc., etc. Et c'est quelque chose de très malsain parce qu'on ne résout pas les problèmes en désignant des boucs émissaires, ou du moins pas en démocratie. Il y a d'autres régimes qui ont fait ça, mais c'est quand même la marque d'une démocratie assez effritée. Et je pense qu'en France, il y a vraiment comment dire, ce phénomène est encore plus accentué que dans les autres pays, encore plus visible, parce qu'il vient reprendre cette tradition républicaine un petit peu de l'urgence permanente. Et puis les Français aiment bien s'engueuler aussi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, ça, qu'ils s'engueulent beaucoup plus que les autres peuples en Oui. général, politiquement. Ah oui, politiquement, mais aussi sur la cuisine française. Tout un débat perpétuel. Voilà. Voilà, et donc, voilà, cette logique de l'ennemi intérieur, de la traque, cette militarisation de la République. Par exemple, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que tout de suite, alors, c'est l'autorité qu'il faut rétablir dans les établissements scolaires. L'autorité, est-ce qu'un professeur fonctionne vraiment forcément avec l'autorité? Enfin, la relation pédagogique, je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension d'autorité, mais il y a aussi une dimension d'empathie, d'amitié. Et ça, c'est ce qu'avait montré, par exemple, le grand philosophe George Steiner sur l'éducation. C'est que voir cette relation d'un point de vue purement autorité entre l'élève et le professeur, bah, ça m'étonne un petit peu parce que je pense qu'Emmanuel Macron, sa vie nous le montre, n'a pas toujours eu qu'un rapport d'autorité avec certains de ses professeurs. Ah là là, ça a recoupé. Bon, bah, c'est pas grave, on a presque fini. Ah, elle est mute. Elle essaie de régler son problème, on dirait. Ouais. Un peu comme Macron, les problèmes de la France. J'espère qu'elle va mieux y arriver. Pas sûr qu'il essaye de les régler, mais Oh, c'est méchant. aïe aïe aïe, allez, c'est la fin, c'est la ligne droite, il faut y arriver. Alicia, Allez, il faut que sa connexion s'accroche. trouve la clé. Exactement.
La clé, vite, vite! Voilà, la clé. Ah, Allez, attrape la clé, Alicia, attrape-la. C'est bon. voilà. On a presque terminé. Bon, donc j'ai terminé hein, sur la République. C'est bon, On part sur le la dernier clé. bond et on termine. Oui, oui. Ça va plus tenir, je pense, sinon. Mhm. Là, ma connexion, elle est à bout de souffle. Allez, allez, vas-y, vas-y. Tu fais le dernier rebond et puis ça. Ah, donc, tu voulais pas parler de Brigitte? Tu étais là-dessus. Bah, Tu j'ai parlais de terminé sur Macron. Brigitte. Oui, j'ai terminé Ah, sur d'accord. Brigitte. En Du fait, coup, j'ai c'est à terminé moi dans une de pique en disant conclure. voilà, qu'Emmanuel Macron. Non, tu peux faire la relance sur la définition macronienne de la France et puis après, on arrête. Ah, très bien. Donc, en parlant de Macron, je voulais un peu te demander, selon toi, quelle est sa définition de la France? Comment, en fait, avec ses différentes représentations, comment il représente la France pour toi? Pour moi, sa définition de la France, c'est quand même un peu un inventaire à la Prévert. C'est une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles. C'est personnellement, moi, ça me fait pas rêver. Moi, je verrais plutôt la France comme, enfin, je me rappelle par exemple d'une définition de la France qu'avait donnée un juif allemand dont la famille s'était réfugiée en France pour échapper aux persécutions nazies, et il parlait de la petite gare perdue au milieu de la prairie, où brutalement on entendait parler français et on savait que c'était la liberté, que ça allait être la possibilité de refaire une vie. Enfin, moi, j'ai tellement des images plus fortes de ce que peut être la France que dire que la France, c'est une culture, une histoire, une langue et des valeurs universelles, ça me bloque un peu. Déjà, la France, c'est pas qu'une langue. Il y a plusieurs langues en France. Il y a, enfin voilà. C'est pas une histoire, c'est des histoires. Il y a l'histoire du peuple français, de l'État français. C'est pas toujours la même chose. Des valeurs universelles. Moi, je dirais que la France, c'est plutôt des vertus universelles. Parce que quand on regarde les personnages les plus célèbres de l'histoire de France, que ce soit Napoléon ou Jeanne d'Arc, ils n'incarnent pas vraiment des valeurs, ils incarnent plutôt des vertus. Napoléon, l'ambition, Jeanne d'Arc, la volonté de résistance. Je pense que ça parle plus. Et puis que la France, c'est une culture. Alors là-dessus, bah, ce qui est bien, c'est qu'Emmanuel Macron, tu es peut-être trop jeune pour t'en rappeler, mais en 2017, avait expliqué que la culture française n'existait pas en réalité. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette citation. Non, 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 ça me dit rien. Ça avait choqué mon fils qui avait 9 ans et qui, du coup, n'avait pas voté pour lui. Et je me rappelle aussi d'un Emmanuel Macron qui était parti dans une envolée lyrique devant Angela Merkel, où il expliquait les vertus de la langue allemande qui, parfois, lui donnait, dans ses incompréhensions, eh bien, une poésie que la langue française ne lui fournissait plus. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a un président qui, au début de son mandat et vraiment de sa volonté de devenir président, avait un discours sur la langue ou la culture française qui était très loin de ce discours un petit peu cocardier, dans le mauvais sens du terme, qu'il emploie à l'heure actuelle. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que, enfin, ça montre qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est rassurant que nous soyons dirigés par quelqu'un d'intelligent, mais c'est quand même, enfin, moi honnêtement, ça ne me fait pas rêver, cette définition de la France. Et pourtant, la France a su me faire rêver pendant toutes les années où j'ai traîné ma carcasse sur ce pauvre morceau de poussière. Voilà. Toi, je ne sais pas, la France, pour toi, c'est quoi, Alicia? Moi, de mon expérience, je vais dire que on ne naît pas français, on le devient parce que bah, je suis polonaise à la base, mais je suis née ici et du coup j'ai bah, appris par la langue, par les valeurs républicaines, tout ça un peu plus, mais avant tout aussi par la paisibilité qu'il y a ici et beaucoup
une culture d'entraide parfois, aussi surprenant que ça peut paraître. Encore avant, je me rappelle dans mon enfance beaucoup d'entraide là où j'habitais. Mais du coup, oui, pour moi, c'était ça la France, ça incarne mon enfance et voilà. Du coup, c'est plus une partie de ma vie personnelle et que voilà, tout le monde peut s'y plaire ici. Voilà. Cher Et pays de mon enfant, douce France. c'est un- exactement, c'est plus ça qui me parle. En tout cas, Mais c'est tu plus vois, subjectif, bien c'est évidemment. c'est- c'est frappant ce que tu dis, c'est que tu parles de gens. La France, ce sont des gens. Et à aucun moment, on ne nous parle de gens. Quand on parle de la France de la part du gouvernement. Et c'est pareil avec cette question de l'uniforme. C'est c'est tout de suite, c'est pas se poser la question, par exemple, du bien-être des élèves. Est-ce qu'un élève va se sentir bien ou pas en uniforme pour la génération actuelle? C'est toujours l'idée de on va imposer un modèle du haut. Mais en fait, c'est assez caractéristique de toute la tension qui traverse l'histoire de France, mais depuis le Moyen Âge, entre d'un côté un discours très du haut vers le bas, que reprenait déjà la monarchie capétienne, la France, c'est ça, 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 et d'un autre côté, un véritable élan populaire venu du bas, une volonté de faire France, mais peut-être d'une autre manière, plus culturelle, plus. Et le personnage qui est assez symbolique de ça, c'est Jeanne d'Arc. Puisque Jeanne d'Arc n'était même pas française, mais elle montre vraiment une aspiration venue du bas, qui soutient d'ailleurs le haut quand il est en PLS. Et dès que le haut est rétabli et qu'il va pouvoir refaire la France par le haut, il se précipite pour se débarrasser de Jeanne d'Arc d'ailleurs, en la laissant se faire brûler par les Anglois. Et il faudra, et pendant des siècles, bah, le peuple, alors français, ça serait un peu anachronique de le dire à l'époque, mais en voyant toutes ces vertus qu'incarnait Jeanne d'Arc, l'a adorée comme une sainte, alors que la France d'en haut avait beaucoup de mal à l'admettre, parce que d'une certaine manière, Jeanne d'Arc remettait en cause son autorité, parce que c'était elle qui les avait fait sacrer à Reims, et c'était pas eux qui s'étaient fait sacrer tout seuls comme des grands. Voilà, voilà, c'est un petit peu le. Je sais pas, ça sera peut-être le mot de la fin, ou tu veux encore rajouter quelque chose sur ce doux pays? Alors, ça me parle beaucoup. Ça fait plus républicain, comme tu disais. Ah bah écoute, Justement, ça merci. fait. Mais en tout cas, j'espère que les auditeurs auront apprécié cette première revue de presse de la zone libre. J'espère que ça ne sera pas la seule, qu'on ne t'aura pas effrayé, Alicia. Et en tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi. Donc, on se retrouve théoriquement dans une semaine. Merci beaucoup. C'était un Au plaisir. revoir, merci. Au revoir.